Bon bah ça y est, je suis en fixette sur Oasis depuis l'annonce de leur reformation. Je vous propose aujourd'hui qu'on parle de Wonderwall, un des morceaux les plus connus de l'humanité. Je sais pas comment le présenter autrement, mais faisons-le en musique, ça va être un peu plus rigolo. Donc on est en mai 95 au Rockfield Studio, un studio légendaire au Pays de Galles où Oasis est en train d'enregistrer son deuxième album, Watch the Story, Morning Glory, qui deviendra un des albums les plus importants de l'histoire du rock. Et déjà, premier truc que j'ai envie de noter sur ce morceau, il y a 4 tours d'arpège de guitare acoustique. Je trouve que c'est déjà un choix assez assumé, qui fait grossir et monter le morceau de manière assez progressive. Bon, la voix de Liam, inséparable pour moi du succès et de l'esthétique et de la personnalité de la track. On va y revenir un petit peu après, mais il l'a chanté de manière vraiment effortless. Il l'a faite en 4 prises à peine. Et il a ce truc un peu nasillard où il va tenir des notes. Pour moi, c'est inséparable de ce morceau de manière générale. La rentrée de la batterie, là, il faut qu'on en parle. Il rentre sur genre la deuxième mesure de la deuxième partie du premier couplet. C'est ultra bizarre, c'est ultra goofy. Et donc c'est Alan White à la batterie, avec la basse d'ailleurs qui rentre en même temps, qui est jouée par Noel, et le mélotron qui émule ce son de cello. Alan White, on va y revenir, qui venait de rentrer en fait dans Oasis et qui avait à peine bossé le morceau avant, mais bon bref. Le pré-refrain pour moi, qui est un des moments les plus émo de la track, des moments les plus importants, avec cette chord progression bémol 6 bémol 7 1. Et pour asseoir ce côté émo, t'as pour la première fois des petits leads de guitare un peu en contre-champ qui vont venir. Alors il y a beaucoup de guitare acoustique, mais aussi une guitare électrique qui est un peu plus enterrée dans le mix. Et en plus des percus sur les 2 et 4. Bref. Et là on arrive sur ce refrain, on entend vraiment ce dont je parlais tout à l'heure sur le fait que Liam tienne la note comme ça, avec son côté très nasal. Et vraiment la note ne bouge pas, ne change pas, vraiment il est comme ça, c'est la note quoi. T'as le même niveau de puissance et truc, et d'un coup elle s'arrête et il va très loin temporellement, tu vois, avec cette note, et je trouve que c'est assez fou. Le refrain qui s'arrête là, sur un vieux 3e temps, alors pareil, le vrai moment goofy du morceau c'est ça. Genre, t'as 6 temps de vide avec la drum qui fait un break incompréhensible et la petite guitare acoustique qui revient, pareil, un peu alambiqué. Enfin, je veux dire, ce moment-là est vraiment goofy, mais est parti vraiment au lore du morceau pour moi. Le deuxième couplet, qu'on va voir 2 fois plus court que la première fois, et où il y aura des contre-chants de guitare acoustique. Tout ça pour faire qu'on s'ennuie pas parce qu'on connaît déjà la mélo, etc. Pareil, pré-ref du coup qui arrive assez vite ici. Donc toujours avec les petits leads de guitare acoustique et électrique qui contribuent à ce côté un petit peu plus émotif et féerique. Et puis voilà, moi ce que j'adore c'est ça. C'est le fait que le Like to Say Do You, en fait les accords le suivent en faisant un accord différent par temps. Ce qui change pas mal le rythme harmonique du morceau. On est sur le refrain encore une fois. Voilà ce qu'il y a à dire sur Liam. D'une manière générale, il faut dire que le côté effortless de son chant, il est aussi d'une manière générale retrouvé dans tous les musiciens et toute la prise de ce morceau. Pourquoi ? Parce qu'en fait tous les musiciens ont fait peu de prises pour ce morceau. Alan White, on en revient à la batterie, j'avais dit qu'il venait de rejoindre le groupe à ce moment-là. Et en fait il y allait en mode full Beatles. Il est en mode je connais à peine le morceau, tu lances 1, 2, 3, 4 et je joue. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu... en fait il découvre un peu le morceau en même temps, il y a ce côté juste il se fait plaisir et il groove autour. Et d'ailleurs là sur ses refrains de fin, t'entends qu'il met un peu plus de crash et il se fait un peu plus plaisir, etc. Et d'ailleurs en parlant du refrain de fin, vous aurez bien capté qu'il n'y a pas de pont dans ce morceau. Simplement on va enchaîner 3 refrains à la fin. Parce que le morceau il nous a déjà fait passer par plusieurs émotions différentes avec 3 parties globalement qu'on a entendu 2 fois chacune. Donc là à la place on va avoir 3 refrains de fin, et d'ailleurs le dernier qu'on entend maintenant où il répète juste Liam, You're gonna be the one that saves me. C'est juste la phrase la plus importante du refrain, donc il y a un espèce de truc où on resserre le propos du morceau à son noyau principal. Et ce qu'on entend maintenant avec ces petites phrases de piano, ça a été joué des semaines après en fait, ça par Noel. Donc c'est Noel qui avait trouvé un piano et il s'est mis à jouer ça, et il s'est dit mais ça peut faire un ending cool pour Wonderwall. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à créer pour moi ce qui va encore participer au lore et au côté légendaire du morceau, c'est du fait qu'il y a un petit ending, il y a une petite mélodie de fin, histoire de te dire on vient de clôturer un des morceaux les plus importants de l'histoire du rock. De la même manière qu'il y avait eu 4 tours d'arpège au début pour bien te faire sentir qu'on était en train de te l'amener, donc bref. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, il faut dire un truc, c'est qu'en fait il n'y a pas tant de pistes que ça dans Wonderwall. Oui, on a parlé de l'enchevêtrement des différentes pistes, etc. Mais en vrai, il y a 13 pistes.
Alors que tous les autres morceaux de cet album, on est plutôt sur entre 25 et 35 en gros, hein. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de layers de voix, beaucoup plus de layers de guitare, beaucoup plus de travail sur la production globalement, sur le fait de grossir des parties, etc. C'est un album de studio qui est important, sorti en 95, qui redéfinit un petit peu ce qu'on peut faire pour un album de rock, pop rock en stud, notamment avec les moyens de Oasis et autant de gens compétents autour. Mais là, Wonderwall, mine de rien, à la base, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'à la base, ça devait être aussi un gros morceau. Mais en fait, c'est Owen Morris, donc le producteur sur cet album, qui a décidé d'avoir une réalisation un peu plus épurée, un peu plus affinée, et il a eu tellement raison en fait. Parce qu'il y a ce côté sans effort, ce côté pur et ce côté léger, qui devait rester inséparable de la track. Et puis en fait, mine de rien, je trouve que le morceau est assez grossi par son mélotron, par l'interprétation de Liam, par cette guitare acoustique avec des accords un peu open et des notes comme ça qui tiennent, qui font un petit côté bourdon. Enfin, il y a un côté un peu... le morceau est assez plein en fait pour ce qu'il doit donner. On pourrait aussi parler des paroles, hein, donc le morceau globalement il a entièrement été composé et écrit par Noël, donc ça prouve vraiment encore une fois le rôle inséparable de Noël dans le duo et dans Oasis mais en général. À la base il s'agissait d'un morceau d'amour pour son ex, mais une fois qu'ils ont rompu il a dit non, en fait c'est un ami imaginaire qui vient t'aider. Bon, anyway, en tout cas le morceau est bien écrit, il y a des images et des métaphores belles, évocatrices, et je pense que la plupart des gens peuvent se le prendre comme un morceau d'amour, et c'est le plus important, hein. Qu'est-ce qu'en font les gens une fois qu'il est sorti ce morceau? Bref, et comment parler de Wonderwall sans parler de son succès commercial et culturel, hein. Alors avant tout commercial, je sais pas si ça sert à quelque chose que je dise qu'il a été 12 fois platine par-ci, 7 fois platine par-là, parler des 2 milliards de streams sur Spotify ou des 470 millions de vues sur YouTube. Je pense qu'à ce stade, on peut simplement dire que c'est un des morceaux les plus connus de l'humanité, hein. C'est aussi simple que ça. Mais surtout, au-delà du succès commercial, il y a vraiment un succès culturel, dans le sens où là, on est en train de discuter, il y a forcément un gars, si ce n'est 50, qui sont en train de jouer Wonderwall quelque part sur la planète, quoi. Que ce soit sur la plage ou en soirée, c'est un morceau, les gens en peuvent plus de Wonderwall. Moi, j'avoue que je suis pas trop de cet avis-là, moi je suis trop heureux que l'humanité ait des pierres angulaires artistiques comme ça, sur lesquelles on se retrouve tous. Je trouve ça magnifique, je trouve que Wonderwall est un morceau magnifique. À chaque fois que tu vas dans un bar rock, peu importe la ville où tu habites dans le monde, tu vas à un moment avoir Wonderwall, tu restes plus d'1h30 là-bas, quoi. Et je trouve ça formidable en fait, je trouve ça génial qu'on ait comme ça des espèces de trucs sur lesquels on peut tous se réunir et qui fédèrent autant l'humanité. Le morceau a presque 30 ans et c'est encore aujourd'hui un des morceaux les plus importants de l'histoire de la musique, notamment du rock. Et voilà, je trouve qu'il y avait des choses intéressantes à dire, hein, sur le jeu de Alan White à la batterie, sur ces espèces de petits moments un peu goofy, sur le rôle du chant de Liam, etc. Et puis sur la production qui a finalement été paradoxalement assez affinée et assez épurée sur le morceau. Bref, dites-moi ce que vous pensez de Wonderwall, quel est votre morceau préféré de Oasis, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Et de notre côté, on va continuer de surveiller un peu ce qu'ils nous proposent, hein, on va essayer d'aller les voir en concert du coup. Incroyable. Et puis on va voir un peu s'ils font de la musique ensemble en studio. Encore non, ça c'est pas... Enfin, j'en serais super heureux qu'ils refassent de la musique ensemble, parce que, comme j'avais dit dans ma vidéo sur Oasis, pour moi c'est un des trucs principaux à noter de leur retour et qu'on doit retenir de ces personnalités-là, hein, c'est que c'est des gens qui peuvent se permettre et qui ont cette volonté, cette culture du studio et de la musique produite et réalisée comme ça, dans cette culture-là. Je mets pas forcément d'éléments de comparaison entre ça et le côté home studio, le côté plus moderne, etc. Pour moi, il y a de la beauté, vraiment sincèrement, je suis pas démago dans n'importe quelle manière de faire de l'art, mais force est de constater que c'est une manière de faire de l'art à l'ancienne. Ces gars-là qui vont en studio pendant des mois et qui te font des arrangements et des productions de morceaux pop-rock géniaux, qui servent le morceau de A à Z avec différents instruments, etc., qu'on est obligé de kiffer, quoi. Et donc voilà, donc je suis très content qu'ils soient réunis, et je vous prends pas plus de temps que ça. Bisous, à la prochaine.